Je mange une part de gâteau et je prends 1 kilo. La sarcopénie, c'est vraiment la fonte musculaire. Et puis chez la femme, ça se voit en tout cas plus à partir de 45 ans. Et ce ratio, pour moi, c'est le 80-20. L'idée avec une alimentation saine, c'est pas de retrouver la peau de ses 20 ans. Quels sont mes besoins? Faut dire l'équilibre alimentaire, c'est pas juste un seul repas, c'est plusieurs jours consécutifs. On peut éviter ce qu'on appelle le vieillissement prématuré de l'organisme. Quelle alimentation pour la beauté et la vitalité pour la femme de plus de 45 ans? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est toutes les questions que nous allons soulever avec une invitée d'honneur, une amie qui n'est autre que Marie-Laure André, qui est diététicienne, nutritionniste et qui est auteure de plus de 40 livres autour de la nutrition. Donc, Marie-Laure, d'abord, je vais dire qui je suis peut-être. Donc, c'est Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et à ton tour, Marie-Laure, de te présenter un petit peu plus profondément, peut-être nous dire en quelques mots comment tu es arrivée là, puisque c'est ton histoire personnelle, ou plutôt celle de ta maman qui t'y a amené. Donc, et ensuite, on abordera donc tout ce qui concerne tous les tuyaux que tu peux nous donner, puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de changements. Donc, on t'écoute, Marie-Laure. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, d'abord Myriam, merci, un grand merci de m'avoir invitée à participer à cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Alors effectivement, moi je suis diététicienne nutritionniste depuis, je dirais, plus de 25 ans maintenant, et je crois que je suis tombée dedans dans la marmite, comme on dit, quand j'étais petite, parce que effectivement, j'ai ma maman qui a été malade quand je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, et on a pensé que c'était un diabète, mais c'était pas un diabète. Mais ça m'a quand même marqué à cette époque-là, parce qu'elle a eu un régime quand même assez restrictif à suivre pendant plusieurs années ensuite, et même c'était à vie, alors que ma maman et moi, on a la même morphologie, donc pas de poids à perdre, avec un régime strict, donc ça m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est ça qui m'a conduit à explorer un petit peu plus le lien entre notre alimentation, notre santé et notre bien-être. Et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment ces liens étroits entre ce qu'on mange au quotidien, notre santé, notre bien-être, notre vitalité, et puis aussi notre beauté. Avant qu'on aborde le sujet de l'alimentation, de la vitalité, de la beauté par l'alimentation, tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe déjà dans le corps à partir du moment où la femme atteint les 40-45, donc périménopause, puis ménopause, post-ménopause, etc. Est-ce que, alors physiquement, on sait qu'il y a des changements, ça se voit, mais on va dire d'un point de vue digestif, est-ce qu'il y a aussi un impact? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors tu as raison Myriam, effectivement, chez la femme, il y a des grands changements qui s'opèrent dans le corps. À partir de 40-45 ans, en général, c'est plutôt 45 ans, ce qu'on appelle la préménopause qui s'enclenche. Et il y a tout un tas de symptômes que les femmes peuvent vivre. Effectivement, tout ça, c'est lié forcément à la chute des taux d'hormones sexuelles, des hormones féminines, œstrogènes et progestérone. Effectivement, bon, il y a le relâchement cutané, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Hein. Des femmes ressentent énormément de fatigue à certains moments. Au niveau digestif, eh ben oui, effectivement, il peut y avoir des symptômes aussi, plus de ballonnement. Beaucoup de femmes ressentent vraiment un inconfort digestif avec le ventre qui est gonflé. Qui est gonflé, mais pas seulement après les repas, c'est vraiment toute la journée, du matin au soir. Il peut y avoir un ralentissement du transit aussi, qui est lié donc à cette chute d'hormones. Donc ça peut provoquer effectivement des troubles de constipation, et ça peut aussi accentuer le phénomène de ballonnement et d'inconfort digestif. Donc ça, c'est pour le côté digestion. Hein. Et puis, plus on avance en âge, et puis il faut savoir que notre système digestif, il perd un petit peu en performance. Donc, on peut avoir des intolérances qui arrivent, des difficultés à digérer certains aliments, alors qu'on n'avait pas ce genre de problème avant.
Et puis, au-delà de ça, bon, alors je l'ai dit, hein, la fatigue, les problèmes digestifs, et puis il y a aussi souvent des problèmes de poids qui s'enclenchent. C'est-à-dire que certaines personnes me disent, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais aucun problème, je pouvais manger tout ce que je veux, je grossis pas. Et là, eh ben, en fait, je mange une part de gâteau et je prends 1 kilo, quoi. Voilà, je caricature un petit peu, mais c'est ça. C'est vraiment ça ce qui se passe. Il y a vraiment une baisse du métabolisme, hein, donc le corps dépense moins d'énergie tout simplement, et c'est pour ça que c'est vraiment très important de revoir peut-être le contenu de son assiette plus précisément quand on enclenche cette préménopause, pour éviter cette prise de poids qui peut vraiment chambouler la vie des femmes d'un point de vue physique, mais aussi émotionnel, psychologique. Donc du coup, qu'est-ce que tu préconiserais comme changement? Puisque bon, je pense que c'est important. Toi et moi, on attache de l'importance à notre hygiène de vie. Donc, de mon point de vue, c'est important de manger bien tout le temps. Mais qu'est-ce que tu préconises plus particulièrement pour justement une femme qui disait, bah, jusqu'à présent, je pouvais manger ce que je voulais et qu'elle ressent cet inconfort maintenant digestif, physique? Qu'est-ce que tu vas lui dire, par exemple? Bah, déjà, je pense que l'idée, c'est de faire le point sur l'alimentation actuelle, voir est-ce que déjà c'est une alimentation saine, est-ce que c'est équilibré, est-ce que la base c'est des produits bruts, est-ce qu'il y a de l'alimentation industrielle, est-ce qu'il y a des sorties, est-ce qu'il y a de l'alcool, etc. C'est peut-être de faire le point là-dessus. Effectivement, Tu pourrais tu l'as peut-être, dit. en 2 mots, Marie-Laure, est-ce que tu arriverais en vraiment succinctement définir ce qu'est une alimentation saine? Sans aller Oui. dans le trop détail, mais les grandes lignes. Alors, pour moi, une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation à base de produits bruts. D'accord? C'est-à-dire que on va éviter au maximum les produits industriels, surtout qu'on appelle ultra transformés. Qu'est-ce que c'est les produits ultra transformés? Bah, c'est des produits qui ont subi différentes transformations industrielles. Par exemple, je sais pas moi, certains biscuits apéritifs soufflés, voilà, qui contiennent souvent pas mal d'additifs alimentaires, du sucre ajouté, du sel, des exhausteurs de goût, des conservateurs, etc. Plein d'ingrédients qu'on n'a pas dans ces placards et souvent dont on ne Et qu'on connaît peut pas pas le acheter. nom. On les trouve même pas dans le supermarché, ces Bah, c'est produits-là. ça, voilà. Ça, c'est la définition d'une alimentation industrielle. Alors, ça veut pas dire, enfin, en tout cas, ultra transformée. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais en manger, mais je pense que dans la notion d'alimentation saine, il y a quand même un ratio à respecter. Et ce ratio, pour moi, c'est le 80-20. C'est-à-dire que euh, si on veut manger à 100% du temps de façon ultra saine, oui, bien sûr, c'est l'idéal. Mais aussi, on a parlé de la notion de plaisir. Et puis, il y a les sorties, les invitations, etc., les envies. Donc, parfois, il faut aussi se dire, OK, je lâche un peu du lest pour pouvoir bien vivre mon alimentation saine. Voilà. Donc, se laisser aussi quand même une petite part de petits écarts qui vont juste nous permettre de rester, comme on dit, sur les rails. Moi, ce que je fais en tout cas, c'est que dans ma vie de tous les jours, bah, c'est moi qui cuisine, donc je sais ce que j'achète, je sais ce que je mange, mais c'est vrai que dès qu'on est invité, ou même aujourd'hui, dès qu'on va au restaurant, parce que malheureusement, on sait aujourd'hui que les restaurants ne sont pas toujours hyper réglo sur ce qu'ils servent et qu'ils peuvent acheter eux-mêmes des choses qui sont préparées, hein. Pas intégralement, bien sûr, mais peut-être certaines choses. Et c'est là, je trouve qu'on peut laisser les 20% dont tu parles, quoi. Mais ce qu'on Exactement. maîtrise, au moins mettre des bonnes choses dans. Donc, pour reprendre la question, quelles seraient donc les bases de cette alimentation? Ou alors peut-être que tu n'as pas fini, parce que là, tu as simplement parlé de l'alimentation, on va dire, naturelle, mais il y a peut-être d'autres grandes lignes. Alors, tu as parlé de la notion de cuisiner. Donc, on en vient à ça. Je pense que le plus important, si on utilise des produits bruts, ça veut dire qu'on va essayer de préparer ses repas soi-même, donc de cuisiner soi-même. Je pense que la base d'une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation à base de végétaux.
Il faut pas oublier que l'assiette équilibrée, c'est d'abord une base de légumes. Donc, construire peut-être ses menus à partir de ça, c'est-à-dire plutôt que se poser la question qu'est-ce que je vais manger ce midi en réfléchissant au poulet, au bœuf, au steak haché, etc. Non, on se dit qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette ce midi? Est-ce que ça va être une base de salade verte et de tomates en été? Est-ce qu'en hiver ça va être des épinards sautés? Est-ce que ça va être une fondue de poireaux? Je ne sais pas. Et ensuite, on équilibre son assiette en ajoutant des protéines, animales ou végétales, hein, les deux sont possibles, et une part de céréales ou féculents, peu importe. Donc pour moi, c'est important de cuisiner au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit hyper élaboré. On peut faire des choses très simples et qui sont très saines. On n'a pas besoin de passer non plus 2 heures au fourneau pour que ce soit sain et bon. Ok. Donc ça, ce sont les bases, tu dirais, donc alimentation naturelle, alimentation végétale essentiellement. Ok. Et donc pour la femme justement qui ressent un petit peu ces changements, est-ce qu'il y a des adaptations à partir de ça ou des choses à arrêter de faire et à introduire peut-être? Oui. Alors, je pense que, comme on a dit qu'il y avait souvent des problèmes digestifs, hein, de l'ordre des ballonnements, des flatulences, de la diarrhée ou de la constipation, c'est important d'avoir effectivement suffisamment de fibres. Le problème, c'est que les gens, ils ont peur de manger trop de fibres quand ils ont un problème de diarrhée ou de douleur abdominale. Il faut se dire que les fibres, ça a plutôt une fonction régulatrice hein, dans le transit intestinal. Donc, faut pas avoir peur de manger des aliments riches en fibres. Après, l'idée, c'est peut-être aussi de faire en sorte que le microbiote, il continue à faire son job de façon la plus performante possible. C'est-à-dire que si après 45 ans, souvent on a des troubles un petit peu digestifs, des ballonnements, il faut pas se mettre à tout supprimer les aliments qui sont susceptibles de provoquer ces ballonnements et plutôt réfléchir dans le sens inverse à comment est-ce que je peux faire pour renforcer mon microbiote pour qu'il continue à être le plus performant possible. Donc là, ce qui me vient à dire, peut-être consommer suffisamment de prébiotiques et de probiotiques. Les probiotiques, ce sont les ferments, en fait, hein, qu'on va consommer dans les yaourts, dans le kéfir de fruits, dans la kombucha, dans les légumes lactofermentés, par exemple, et qui vont donc renforcer notre flore intestinale, hein, le fameux microbiote. Et puis les prébiotiques, ce sont justement ces fibres-là qu'on va retrouver dans les végétaux, dans les céréales complètes, dans les légumineuses, et qui vont servir de nourriture à la flore intestinale, donc qui va permettre à cette flore d'être plus active, plus performante, plus harmonieuse. Je pense que c'est ça l'idée. D'accord. Ok. Donc, tu parles de prébiotiques, de probiotiques. Est-ce que tu vois d'autres changements? Est-ce que au niveau, par exemple, des protéines, il y a des choses qui seraient à changer? Alors, généralement, spontanément, on a moins envie de manger de la viande hein, après 40, 45 ans, 50 ans, ça dépend des gens. Alors, c'est pas chez tout le monde, mais c'est une tendance, on va dire. Et je pense que ça, il faut s'écouter. Souvent, on écoute la copine, la collègue qui mange comme ci, comme ça, qui fait le jeûne intermittent, qui évite de manger du gluten, etc. Ce qui est important, selon moi, c'est d'être vraiment à l'écoute de son corps. Et plus encore, donc quand on avance en âge, donc après 45 ans, c'est vraiment important de se poser la question, quels sont mes besoins? En termes de quantité, en termes de rythme alimentaire. Est-ce que j'ai besoin de prendre un petit déjeuner? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que le fait de prendre une collation dans l'après-midi m'aide ou pas? Est-ce que quand je mange un fruit en fin de repas, ça me convient? Est-ce que je ballonne rapidement derrière? Ou est-ce que non, au contraire, ça ne pose pas de problème? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Se dire qu'est-ce qui me convient et vraiment retrouver ses sensations aussi parce que parfois on a tendance à ne plus savoir quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc on ne sait plus, on connaît plus ces sensations de faim ou de satiété. Donc revenir à soi, c'est aussi important. Et avec Et la perte
avec la perte musculaire justement qui accompagne tout ça, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins enfin, d'être attentive à ce que la prise de protéines soit suffisante ou en tout cas diminue la perte musculaire ou peut-être pas, je ne Mhm. sais. Alors, tu as raison d'aborder le sujet parce que effectivement, c'est un problème qu'on observe chez la femme, mais surtout chez l'homme, hein, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est vraiment la fonte musculaire. Et puis chez la femme, c'est vrai, ça se voit en tout cas plus à partir de 45 ans. Effectivement, donc c'est aussi une conséquence hein, de la chute des hormones féminines. Donc là, oui, ça ne veut pas dire que quand on réduit la quantité de viande ou de poisson, il faut pas compenser. C'est important de veiller effectivement à ces apports en protéines qui sont des besoins quotidiens. On ne peut pas faire de stock de protéines comme on fait des stocks de vitamine D, par exemple. Donc là, ça veut dire concrètement que si on réduit ces portions de viande, il faut quand même veiller à ce que ce soit suffisant, correct par rapport à mes besoins. Et ça, c'est des besoins personnels, hein, parce que ça dépend du poids de chacun, les Mhm. quantités de protéines. Donc après, est-ce qu'on va compenser avec du poisson, des œufs, des légumineuses, de la spiruline, du skyr, des petits suisses. Enfin, il y a plein d'aliments qui peuvent compléter nos apports en protéines quotidiennes. Mhm. Là, c'est vrai qu'on parle d'aliments, mais est-ce que d'un point de vue comportemental aussi, il y a des changements à opérer? Bon, toi, tu as parlé de s'écouter finalement, qui est un comportement, hein. Est-ce que tu vois d'autres choses que cette femme de 45, 50, 60 et plus devrait faire ou arrêter de faire en termes d'attitude, quoi, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de son corps, de sa digestion, tout ça. Alors, oui, donc je l'ai dit, donc s'écouter pour revenir à ses besoins, pour identifier clairement sa faim et sa satiété. Dans le comportement alimentaire, je pense que c'est important aussi de manger lentement et de bien mastiquer. La mastication, c'est la première étape de la digestion. Donc si on mange trop vite et qu'on ne mastique pas correctement, forcément, il va y avoir des répercussions après, avec des lourdeurs d'estomac et puis peut-être ensuite des douleurs abdominales, etc. Donc bien mastiquer, ça permet de ralentir aussi, enfin en tout cas d'allonger la durée de repas, d'être plus attentif à ce qu'on mange et de ressentir la satiété plus facilement aussi. On peut aussi donner comme conseil de se concentrer sur les saveurs. Quand on mange, sur la texture, est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est fondant, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est sucré, salé, est-ce qu'il y a un peu d'amertume, etc. Parce que automatiquement, quand on va se concentrer sur toutes ces sensations-là, eh bien, on va ressentir plus facilement la satiété également. Hmm. Après, comme comportement alimentaire, je pense qu'il faut aussi veiller à ce il y a le contenu de l'assiette, mais il y a aussi ce qu'on boit. Mhm. Parce que c'est important de bien boire. Là, dans cette vidéo, on parle de beauté. La beauté, c'est aussi une bonne hydratation. Enfin, je pense, hein, ça passe par une bonne hydratation et il faut veiller à boire suffisamment tout au long de la journée, boire de l'eau surtout. Parce qu'on parle beaucoup, oui, le thé, oui, les infusions, etc. Oui. Mais Alors, je pense qu'il n'y a pas assez d'eau. parle-nous de ça et j'aimerais aussi que tu nous parles, Marie-Laure, de ce qu'on appelle des électrolytes. Tu sais, de l'eau avec, je sais pas, du romarin, du gingembre, du citron, tout ça. Explique-nous parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça et en fait, on comprend pas trop. Alors, déjà, nos besoins en termes d'hydratation, c'est quoi? Et il faut se dire que c'est de l'ordre de 2,5 litres par 24 heures, en moyenne. D'accord? Donc, ça va dépendre des gens, de la taille, de la corpulence. Ça dépend aussi de la température extérieure. Ça dépend de l'activité physique. Mais en général, c'est 2,5 litres. Il faut savoir qu'il y a environ 1 litre d'eau qui est apportée par les aliments en eux-mêmes. Quand on mange des fruits, des légumes, des yaourts, même quand on mange des pâtes, hein, il y a une portion, une partie en tout cas qui est de l'eau, tout simplement. Donc il y a 1 litre à peu près qui est apporté par les aliments solides. Donc c'est pour ça qu'on en vient aux recommandations générales de boire
environ 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça va dépendre un petit peu du comportement alimentaire des uns et des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes peut-être aura moins besoin de boire de l'eau parce que la quantité d'eau apportée par les aliments sera plus importante que chez quelqu'un qui consomme peu de fruits et légumes. Ensuite, donc 1,5 litre hein, en moyenne, effectivement, c'est toute boisson confondue. Donc quand on boit du thé, du café, etc., c'est de l'eau. Mais globalement, c'est quand même important de boire de l'eau en fait. Et puis en fait, quoi de meilleur de boire de l'eau quand on a vraiment soif? Je pense que c'est important. Alors les électrolytes, en général, les électrolytes, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est sodium, potassium, et qui va permettre de réhydrater le corps. Par exemple, les personnes qui font beaucoup d'activités physiques ont tendance à boire de l'eau donc qui contient pas mal d'électrolytes, donc d'ions, sodium, potassium, magnésium, etc., pour reminéraliser l'organisme parce qu'il y a eu des pertes par la transpiration. Dans les pays chauds aussi, c'est souvent conseillé hein, de rajouter des électrolytes dans l'eau de boisson parce qu'effectivement, il y a des pertes par la sudation, par la transpiration. Mais mis à part ces situations-là, ou situations pathologiques également où il y a des pertes qui sont accentuées par le transit, par exemple quand il y a des diarrhées, où là il faut réhydrater l'organisme, il n'y a pas vraiment lieu de consommer, d'ajouter des électrolytes en tout cas dans son eau de boisson. Après, ajouter du jus de citron, ça peut aider tout simplement. Il y a plusieurs avantages, on va dire, pour moi, à rajouter du jus de citron dans son eau, mais il peut y avoir aussi des petits inconvénients. Le citron, déjà, pour quelqu'un qui n'aime pas boire de l'eau, parce qu'il y a pas mal de gens finalement qui me disent, mais moi, j'aime pas boire de l'eau. Donc, c'est pour ça que je bois du thé, des infusions. Bah, finalement, rajouter un peu de citron, ça peut aider. C'est mieux que d'ajouter du sirop ou de boire des jus de fruits qui sont pleins de sucre, tout simplement. Ensuite, deuxième avantage du citron, c'est que ça permet de réduire l'impact sur la glycémie des aliments qui sont consommés au cours du repas. Donc ça, pour les personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Vous avez plein d'informations sur cette alimentation qui, pour moi, répond aux besoins du corps et qui permet de réduire hein, les pics de glycémie après les repas avec plein d'avantages santé, bien-être, etc. Donc super avantage avec le citron, mais le problème c'est que c'est quand même assez acide. Et l'émail des dents, bah, parfois, n'aime pas trop l'acidité. Donc attention à pas non plus mettre du citron à outrance et tout le temps dans son verre d'eau. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès, on va dire, du citron. Et puis si on en boit vraiment beaucoup, peut-être boire avec une paille pour éviter le contact avec l'émail des dents, en tout cas. Après, les thés, les infusions, etc., ça va apporter d'autres vertus. Par exemple, le thé, c'est riche en composés antioxydants. Et ça, oui, c'est intéressant pour la santé et aussi pour la beauté, hein, parce que ne serait-ce que pour la peau, pour les cheveux, etc., les composés antioxydants, ils vont lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de l'organisme. Alors, on va pas dire qu'on va stopper le vieillissement en consommant des aliments riches en antioxydants, mais en tout cas, on peut éviter ce qu'on appelle le vieillissement prématuré de l'organisme avec ces composés antioxydants. Donc, par exemple, le thé matcha. Le matcha, c'est très riche en composés antioxydants parce qu'on consomme le matcha, on ne fait pas juste infuser. Donc, ça, c'est très riche en composés antioxydants. Après, il y a d'autres infusions de romarin, par exemple, ou de thym. Ça, c'est bien, ça facilite la digestion. Donc, il y a des plantes qui ont leurs vertus spécifiques. Donc ça va dépendre un petit peu de chacun, des besoins de chacun, des problématiques de chacun. Et ça, il faut voir de façon individuelle qu'est-ce qui est le mieux pour moi comme plante de consommer. Tu parlais de citron, de matcha. Est-ce que justement, comme ça, on a l'impression que c'est ce qu'on appelle un petit peu des super aliments. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, pour ce type de personnes, de population, la femme de 45 ans et plus, de plus, parmi les super aliments? Est-ce que tu as des fruits, des légumes, des protéines sur lesquels tu te dis, ça, c'est des valeurs sûres, ou même des compléments alimentaires, tu vois? Oui, oui. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est un super aliment? On appelle ça aussi un alicament, hein, c'est la contraction de aliments et de médicaments. Les super aliments, en général, c'est les aliments qui sont très riches en certains nutriments.
voilà, qui sont très riches en composés antioxydants, qui sont très riches en oméga 3 ou en vitamine C ou en zinc, qui a aussi une vertu antioxydante, etc. Donc on va les mettre un petit peu sur un piédestal, ces aliments. Alors quels sont-ils? Ça va être par exemple l'avocat qui est intéressant pour la qualité de ses graisses, ça va être les sardines pour sa teneur en oméga 3 et en calcium dans l'arête des sardines, ça va être tout ce qui est baies rouges, les myrtilles, les les groseilles, etc., pour leur fibre, leur teneur en vitamine C, pour leur teneur en calcium, en magnésium et en composés antioxydants. Ça va être certaines céréales complètes, ou le quinoa par exemple, qui est un petit peu plus riche en protéines que d'autres céréales, qui ne contient pas de gluten, etc. Après, il faut se dire que, ok, on pourrait intégrer des super aliments au quotidien dans son alimentation, mais il faut pas oublier la base. Pour moi, ça sert à rien de rajouter des myrtilles à son alimentation si le reste ne suit pas, on va dire. Donc pour moi, c'est la base, c'est d'abord, comme on l'a dit, l'alimentation saine à 80% du temps. Et puis après, ça va être selon mes besoins. C'est vrai que la spiruline, par exemple, ça fait partie des super aliments. C'est riche en protéines, c'est riche en fer, pardon. C'est riche en composés antioxydants, etc. Donc c'est super intéressant. Mais peut-être que c'est pas adapté aux besoins en fonction des situations. Il y a des personnes pour qui il faut pas trop de fer, par exemple, hein, quand il y a un problème de teneur en fer trop élevé dans le sang, c'est pas recommandé. Donc je pense que c'est un petit peu au cas par cas qu'il faut voir ça. La spiruline, c'est par exemple, tu parles de spiruline qui est plus une espèce de complément alimentaire quand même, c'est pas un aliment, tu es d'accord? Alors, Un entre-deux? moi je vis dans le sud de la France. Il y a beaucoup de producteurs de spiruline dans le Var où j'habite. La spiruline, par exemple, moi j'en consomme, mais pas sous forme de comprimé. C'est vrai que souvent on la prend sous forme de comprimé, donc plus sous forme de complément alimentaire. Mais on trouve de la spiruline aussi fraîche. J'en ai déjà consommé fraîche. Et puis la façon la plus simple de la conserver, c'est quand même une fois qu'elle est séchée. Donc on la trouve aussi sous forme de petites brindilles. Alors c'est vrai qu'on peut l'ajouter dans l'alimentation. Certaines personnes on les ajoute dans des smoothies, par exemple, ou les font fondre dans un yaourt, des choses comme ça. Ça, c'est possible. Moi, j'ai choisi plutôt de l'avaler comme un comprimé, en fait. Oui, oui, Donc là, oui, ça fait plus complément alimentaire. Là, je suis d'accord. d'accord. Et ça par exemple, c'est quelque chose que tu peux consommer toute l'année ou c'est plus quand des espèces de cures, par exemple? Alors, c'est possible d'en consommer toute l'année. C'est particulièrement intéressant pour les personnes qui mangent en mode végétarien, puisque ça apporte un complément de protéines et une teneur en fer intéressante. Donc là, c'est vraiment bien. Après, c'est possible aussi de la consommer sous forme de cure, de la prendre pendant un mois, par exemple. En général, ça donne un petit coup de fouet. C'est pas non plus quelque chose euh, d'extraordinaire. Hein. C'est pas comme quand on fait, je sais pas moi, une cure de vitamine C où on peut vraiment ressentir quelque chose un petit coup de fouet, on va dire. Non, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais voilà, c'est possible de la consommer toute l'année pour les végétariens, par exemple, ou de la prendre sous forme de cure. Hmm. Donc, est-ce que toi, quand tu parles, toi donc qui prône beaucoup de fruits et légumes, la théorie des 5 fruits et légumes par jour, tu es pour ou comment tu le préconises et comment tu le mets toi-même en application? Alors, il faut savoir que c'est 5 portions de fruits et légumes, des recommandations, et une portion représente 80 grammes minimum. Ah, ok. Donc ça veut dire quoi? 5 fruits et légumes par jour. En général, c'est 2 portions de fruits et 3 portions de légumes. Donc, par exemple, 3 portions de 80 grammes de légumes, c'est très facile d'y arriver. Ça peut être une petite portion de carottes râpées en entrée du déjeuner, par exemple. Et puis le soir, une petite poêlée de légumes. 180 grammes, c'est pas une grosse quantité, hein. Donc on y arrive très vite finalement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent
ah, c'est pas possible de consommer 5 fruits et légumes, etc. Si, si, c'est très facile finalement. Et après, les fruits, 2 fois 80 grammes, bah, ça va être, par exemple, en ce moment, une nectarine et puis 2 petites prunes. Et là, on y est finalement. Donc, c'est pas quelque chose Ouais. d'inatteignable. Et je pense que oui, c'est important quand même de veiller à cet apport-là, parce que les fruits et les légumes, c'est vraiment les meilleurs vecteurs à la fois de vitamines, vitamine C notamment, et puis de composés antioxydants, comme je l'ai dit, qui permettent de lutter contre les radicaux libres, qui accélèrent le vieillissement de l'organisme. Est-ce que dans les bonnes choses à faire, le mieux peut être l'ennemi du bien? Par exemple, est-ce qu'on peut trop boire d'eau? Est-ce qu'on peut consommer trop de fruits et légumes? Alors, il y a une pathologie identifiée quand on boit trop d'eau, Ah oui, mais c'est quelque chose d'un petit peu, une pathologie un peu psychiatrique, on va dire. On appelle ça la potomanie. Mais c'est vraiment quand on boit énormément d'eau, c'est des personnes qui se mettent à boire 4 litres, 5 litres, 6 litres d'eau par jour, donc c'est des quantités vraiment excessives. Et oui, là, il peut y avoir un problème parce que l'eau dans le corps, elle fonctionne avec les électrolytes, bien sûr, donc avec le sodium hein, et le potassium. Et si on n'a pas des apports suffisants en ces électrolytes-là, ça peut perturber ce qu'on appelle l'homéostasie, hein, l'équilibre à l'intérieur de notre corps. Donc oui, l'excès est aussi nocif. Alors après, au niveau des fruits et légumes, je ne sais pas à partir de quelle quantité est-ce qu'on va parler vraiment d'excès. Après, je pense que, comme on a dit, bon, il y a un équilibre à trouver. On parle souvent de l'équilibre alimentaire, et c'est aussi son propre équilibre alimentaire qu'il faut trouver en fonction de ce qui nous va bien. Après, il n'y a pas nécessité à manger 2 kilos de légumes par jour, quoi. Ça, c'est sûr que. Après, c'est peut-être l'intestin qui risque de pas suivre parce que ça risque de faire beaucoup quand même de fibres et de choses à digérer, quoi. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, plutôt que de manger 5 fruits et légumes par jour, comme je ne sais pas ce que tu penses par rapport à la variété, mais c'est de manger 25 fruits et légumes dans la semaine. Comme ça, tu vois, on n'est pas en train de manger tous les jours et sa salade et son avocat, tu vois, de varier un Oui. petit peu les plaisirs. Tu en penses quoi? Euh, pourquoi pas en fait? C'est-à-dire que 25 par semaine, ça ferait 5 fruits et légumes, 5 jours sur 7. J'ai l'impression que ça fait un petit peu ça. Voilà. Et ça permet finalement de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau 80% de manger sainement, 20% de petits écarts. Ça permet aussi de se dire que certains jours, je suis pas obligée non plus de faire tout parfaitement et je suis pas obligée de manger mes 5 fruits et légumes certains jours. Voilà, se dire, voilà, il y a 2 jours de la semaine où je peux un petit peu faire un petit peu ce que je veux finalement. Et si j'ai pas envie de manger mes 5 fruits et légumes, je le fais Ouais. pas, tout Et simplement. justement pour ces femmes-là qui justement décident de s'autoriser une journée ou un repas un peu off the track comme ça, euh, est-ce que après tu leur préconiserais de prendre des précautions, soit avant, soit après, voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter, si déjà elles sont pas super bien, elles savent que ça va être un peu dur au niveau de la digestion, tout ça. Donc, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors oui, en général, surtout quand c'est un écart qui est prévu, c'est-à-dire on est invité, on va manger au restaurant, etc. Avant, je conseille pas d'adapter trop l'alimentation parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à sauter le repas qui précède ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que quand on agit de cette façon, eh bien forcément, quand on arrive au repas où on sait qu'il va y avoir des excès, on a tendance à multiplier les excès, à manger vraiment de façon excessive, en quantité. On est souvent plus attiré par les aliments gras, salés, sucrés. Donc forcément, les excès, ils sont encore plus importants que ce à Oui. quoi on s'attendait. Donc, ne pas forcément manger moins au repas qui précède, et puis après le lendemain ou au repas suivant, tout simplement de s'écouter, c'est-à-dire que si on n'a pas faim, on mange pas, tout Hmm. simplement, hein. Et puis de beaucoup boire hein, pour faciliter la digestion, l'élimination, d'aller aussi pratiquer de l'activité physique. Je pense que ça aide aussi beaucoup à réguler. On a parlé beaucoup d'alimentation, mais pour moi, Absolument.
après 45 ans, l'activité physique, elle est absolument indispensable, que ce soit pour maintenir le poids, pour la masse musculaire, hein, donc à la fois donc des activités de cardio, mais aussi des activités de renforcement Oui, musculaire, hein, pour vraiment conserver sa masse absolument. musculaire. Et puis aussi, ben, on sait que l'activité physique, ça permet bah, de mieux fixer la vitamine D, le calcium sur l'os, donc pour éviter les phénomènes d'ostéoporose. Et puis pour le bien-être, on sait que l'activité physique, c'est bon pour le moral, donc on a moins envie de grignoter, etc. Donc c'est indispensable pour moi l'activité physique et ça peut aider effectivement ben, à gommer un petit excès. Il faut dire qu'un excès, il n'y a rien de dramatique, il faut vraiment pas culpabiliser, il faut se dire ben, je me suis fait plaisir et c'est parfait, c'est ce qu'il faut de toute façon. Voilà. Le lendemain, on gomme, voilà, parce qu'on a la possibilité de retrouver un équilibre. Il faut dire l'équilibre alimentaire, c'est pas juste un seul repas, hein, c'est pas une seule journée, c'est plusieurs jours consécutifs. Donc, un excès, il n'y a aucun problème. Super. Merci Marie-Laure par rapport à Mm. ça. Euh, Maintenant, concernant la beauté, hein, puisqu'on a parlé de la peau qui se relâchait, les cheveux qui peuvent, voilà, changer, enfin, tout change. Est-ce que là, tu as des tips, des astuces, des conseils à nous partager par rapport à cela? Outre tout ce qu'on a dit, puisque ça, évidemment, ça contribue, mais est-ce qu'il y a des petites choses en plus que tu conseillerais? Alors, effectivement, pour moi, la base, c'est l'alimentation saine et équilibrée. Après, pour la peau, c'est vrai que la peau a besoin de bonnes graisses quand même et d'être bien hydratée, bien sûr. Donc, l'hydratation de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Donc, une bonne hydratation. Des bonnes graisses, les bonnes graisses, bah, ça va être par exemple l'huile d'olive, l'avocat, donc les acides gras qu'on appelle insaturés, les fameux oméga 3, souvent dont on manque et qu'on va retrouver dans les noix, dans l'huile de noix, dans l'huile de colza, dans tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi des petites choses qui sont intéressantes pour les cheveux, pour la peau, par exemple, pour les cheveux. C'est, par exemple, je pense aux germes de blé donc on va prélever hein, vraiment sur le grain de blé et qui est particulièrement riche en vitamine E, en vitamines du groupe B, en zinc, en sélénium et qui sont vraiment des éléments intéressants pour la santé de la peau. Donc ça, c'est peut-être une bonne astuce donc d'ajouter des germes de blé en petites paillettes quand on mange des salades, salades vertes, ou on peut les intégrer aussi dans un laitage, un yaourt, un fromage blanc, etc. Donc ça peut être des bonnes idées pour la beauté Même pour particulièrement. les personnes, par exemple, qui ont des allergies au gluten, parce que tu parles de blé, donc est-ce que c'est encore Ouais. différent? Non, là, il faudra éviter quand même. D'accord, Parce que c'est prélevé sur le grain de blé quand d'accord. même. Donc là, ce sera à éviter, ouais. Ok, Mm. ok. Mais en tout cas, germe de Ouais. blé, levure de bière aussi, peut-être? Oui, oui, la levure de bière aussi, c'est intéressant parce que c'est riche également en vitamines du groupe B, en protéines aussi. C'est un petit peu le même profil hein, finalement, le germe de blé et la levure de bière. En tout cas, en termes d'atouts Ok. nutritionnels. Concernant les aliments à éviter, bon, je pense que tu as clairement parler de tout ce qui était industriel, additif, etc., etc. Tout ce qui est peut-être, voilà, quels seraient les aliments en plus de ça que tu déconseillerais et qui vont être délétères, surtout si, comme tu le dis, on les consomme jour après jour et qu'on a du mal à Mm. décrocher, on est un peu addict à ça. Oui, ben, après, c'est un petit peu toutes les addictions auxquelles on pense, c'est-à-dire l'excès d'alcool, par exemple. Voilà, je pense que si on boit un petit peu de vin, le vin rouge, par exemple, est riche en composés antioxydants. Et l'alcool en lui-même peut être bénéfique pour la santé en petite quantité, mais après, il faut vraiment faire attention aussi aux quantités. Bon, c'est quand même des calories en plus, sans oublier que l'alcool consommé à outrance, forcément, est nocif pour la santé. Le sucre, bien sûr. Le sucre, enfin tout ce qui est sucre raffiné, sucre industriel, va accentuer les problèmes inflammatoires dans l'organisme. Et après 45 ans, souvent on a des problèmes de douleurs articulaires, des choses comme ça, qui sont des douleurs de type inflammatoire. Donc attention au sucre rajouté, enfin en tout cas tout ce qui est sucre dans les desserts du commerce, mais le sucre qu'on va ajouter soi-même, etc. aussi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'alcool, le sucre. Dans les produits industriels transformés, il y a aussi souvent ce qu'on appelle des acides gras Ah oui. trans, hein, trans pour transformer, qui sont des acides gras qui ont été modifiés en fait. Hein, leur configuration a vraiment été modifiée et ces acides gras sont intéressants d'un point de vue industriel, hein, parce que ça va apporter de la croustillance ou ça va apporter du fondant. Ça a quand même une utilité, on va dire, en technologie industrielle. Le problème, c'est que ce sont des graisses, un type de graisse qui sont vraiment nocives pour le cœur et pour ses vaisseaux. Bien plus nocives que les acides gras saturés eux-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et pour les éviter, ben, je recommande de lire, bien sûr, la liste des ingrédients, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus d'informations utiles sur ben, le produit qu'on va consommer. Et pour détecter ces graisses, ces acides gras trans, il faut éviter tout ce qui contient des huiles hydrogénées, ou quand c'est noté graisse partiellement hydrogénée ou graisse hydrogénée. Donc c'est vraiment à éviter ce genre de Et produits-là. quid, par exemple, des charcuteries ou des fromages, tout ça? Et des pâtisseries, bon, ça rentre dans le sucre de toute façon, hein. Oui, oui, oui. Alors, le problème, on va dire, des charcuteries, c'est que d'une part, c'est très riche en graisses, souvent saturées, hein, parce que c'est souvent à base de porc. Et puis, c'est très riche en sel. Et puis, ça peut contenir en plus des nitrites, hein, qui sont donc des conservateurs, qui, consommés en excès, ben, sont des éléments cancérigènes reconnus. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais consommer de charcuterie, mais ça veut dire que, bien sûr, là encore, il faut faire preuve de modération et pas en consommer tous les jours, tout Mhm. simplement. Les fromages, c'est pareil pour moi. Les fromages, c'est des produits qui sont... bah, en fait, il faut se dire que tous les aliments ont quelque chose d'intéressant et quelque chose d'un petit peu problématique. Et d'où l'idée de la mesure quand on en mange. Les fromages, bien sûr, c'est riche en calcium, en protéines, mais ça apporte pas mal de graisse, pas mal de sel aussi. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas en manger à outrance. En général, ce qu'on recommande, c'est 30 à 40 grammes, donc une portion de fromage par jour. D'accord, super. Bien, ben écoute Marie-Laure, on va conclure enfin, d'ici quelques minutes cet entretien. Quel serait pour toi le mot de la fin, donc outre tous les conseils précieux que tu as donnés, que tu as partagés, pour la femme, voilà, pour qu'elle reste en pleine forme, en pleine santé, appliquer tous ces conseils, mais un petit tips que voilà, même peut-être en dehors de l'alimentation, tu vois, qui contribue à se sentir bien quand on traverse cette période un peu compliquée. Oui. Eh ben, alors, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est d'être dans l'acceptation du changement de son corps. Parce que l'idée avec une alimentation saine, c'est pas de retrouver la peau de ses 20 ans ou le corps de ses 20 ans, c'est vraiment pas ça l'idée. C'est normal que le corps évolue, hein, parce que c'est ça la vie, c'est le changement perpétuel. Donc, on peut être belle à tout âge, tout simplement, on peut être bien dans sa peau à tout âge, mais ça passe par une forme d'acceptation. Voilà. Si on n'est pas dans l'acceptation, on ne sera jamais bien dans son corps, on sera toujours dans la lutte perpétuelle, dans le conflit, et ça n'ira jamais. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de se dire que oui, notre corps, il est pas fait pour être beau à la base, hein, il est fait pour faire son job et c'est déjà super quand il le fait bien. Donc, il faut être reconnaissant envers son corps pour tout ce qu'il fait pour nous au Merci quotidien. Marie-Laure, tu peux pas mieux dire. C'est très joliment dit. Il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour. Je trouve ça super. Et que c'est vrai que quand il fonctionne, c'est Mais déjà c'est vrai. un miracle. Donc, Bah oui, c'est déjà génial. Quand il fonctionne bien, c'est déjà absolument. génial. Donc, j'adore le mot de la fin. Écoute, bah, je te remercie infiniment. Donc, on mettra sous la vidéo le lien vers ta chaîne YouTube où vous allez effectivement pouvoir découvrir des centaines et des centaines de vidéos et des recettes aussi. On peut te suivre sur Instagram, tout ça. Donc, c'est merveilleux. D'ailleurs, il y a pas mal de mes clientes qui suivent tes conseils et dont certaines ont vraiment fondu et voilà, donc c'est extra. Donc merci Marie-Laure. Voilà, Avec si grand vous avez plaisir. aimé cette vidéo,
dites-le nous, on pourra vous en faire d'autres sur la même thématique. Et également, si vous écoutez cet épisode en podcast, eh bien, une super note va nous encourager à continuer. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!